Eh bien, Alexandre, à la Coupe du Monde, le Canada qui écrit encore une fois l'histoire, une victoire de 1-0 contre l'Afrique du Sud, et le Canada qui accède grâce à ça au 8e de finale. On avait perdu l'avantage de la maison du côté du Canada là, en perdant contre la Suisse. On devait se déplacer de la Colombie-Britannique jusqu'aux États-Unis, puis on se demandait si ça allait péter le momentum de l'équipe canadienne. Ben pas du tout, finalement. Dans un stade à Los Angeles où il y avait au-dessus de 70 000 spectateurs, beaucoup de spectateurs canadiens qui ont fait la route là, pour se rendre jusque là-bas. Il y avait une marée rouge dans les estrades. Et finalement, après une partie en dents de scie, pas des performances parfaites là, du Canada, loin de là. On a cogné à la porte là, encore et encore et encore. Des buts stoppés là, sur la ligne des buts, des tirs manqués à quelques pouces à peine là, d'un poteau. Et finalement, c'est dans les arrêts de jeu à la fin là, où on a ajouté du temps supplémentaire. 92e minute que finalement, c'est Stephen Eustachio du Canada qui fait toute une frappe là, en plein vol, qui s'en va s'écraser dans le fond du but, puis qui soulève l'hystérie. Là. Le coach du Canada était complètement fou sur le banc. Écoute, il a fait un discours après en parlant de héros canadiens, puis il est pas si loin quand même de ça, considérant que déjà on était dans un parcours historique, là, de se rendre à cet endroit-là, là, en 16e de finale, donc la ronde des 32, mais c'était déjà historique. Là. L'Afrique du Sud, contre qui on jouait, pour eux aussi c'était historique, ils s'étaient jamais rendus là, et peu importe qui gagnait, on allait voir une page d'histoire être tournée. C'est pour le Canada que ça a été tourné finalement. Donc, on s'en va dans la ronde des 16. C'est le premier match éliminatoire remporté en Coupe du Monde par le Canada tout court. Donc, déjà, on joue avec, en anglais, on dirait du house money. Là, on joue avec de l'argent gratis là, à ce point-ci. Tout ce qu'on va pouvoir gagner va être parfait. Mais la commande est quand même lourde. Là. Pour le prochain match, je te dirais, on sait toujours pas qui on va affronter, mais c'est soit le Pays-Bas ou le Maroc, dépendamment qui gagne ce soir. Puis c'est deux machines de guerre au soccer. Mais c'est quoi, peu importe l'issue de la prochaine étape, je pense que collectivement, on est en train de vivre quelque chose de très rassembleur. Moi, je suis pas un grand fan de soccer, à peu près comme un jeune de poitrine. Là, non, mais tu sais, je suis conscient de ce qui se passe. Je regarde ça là, de manière un peu amusée. C'est pas comme je suis le Canadien énormément ou d'autres sports. Mais là, je sens qu'il se passe quelque chose. Et c'est inspirant aussi pour les plus jeunes. Oui. De voir justement là, des joueurs comme ça, un pays, le Canada n'était pas une puissance au niveau du soccer, mais qui réussit à se frayer un chemin de cette façon-là à la Coupe du Monde, là, je trouve ça quand même assez incroyable, d'autant plus que le Canada accueille quand même là, un peu le tiers de cette Coupe du Monde-là, oui. Même si à Montréal, bon, on n'a pas embarqué non plus dans ce train-là. Scène politique, la CAQ qui crée une nouvelle stratégie de lutte contre le crime organisé. Qui va venir prolonger là, un peu le projet qui avait déjà été mis en place il y a 5 ans, Centaure, vous vous souviendrez. Bien ça vient là, à échéance dès le début de l'an prochain. Puis pour prolonger là, les efforts qui ont été faits, là, parce que c'était la lutte contre la violence armée, je rappelle, Centaure. Mais là, on lance une nouvelle stratégie qui s'appelle RESPECT. Attention à l'acronyme, Réponse efficace en sécurité publique. Puis là, on poursuit pour endiguer le crime organisé et le trafic illégal. Bon, voilà. Mais vous comprendrez que c'est contre, justement, le crime organisé, trafic d'armes à feu dans lequel on va investir 66 millions de dollars sur 3 ans. Le gros morceau, 52,6, va aller au corps de police un peu partout au Québec. 13,4 millions aussi pour le DPCP là, qui va devoir engager des nouveaux procureurs qui vont être capables d'avoir une meilleure vision puis une meilleure expérience des dossiers comme ça de crimes organisés. On va aider entre autres les unités de renseignement, les postes d'enquêteurs, les équipes mixtes. Là. Tout ça avait été créé autour de Centaure. Puis c'est évident que tout ce qui est crime organisé, on a mis les bouchées doubles là, récemment. Là, je rappelle qu'Al Boivin a été également capturé là, en fin de semaine, là, l'homme le plus recherché au Canada. Et on veut surtout endiguer le phénomène des jeunes qui sont embrigadés par le crime organisé, là, de plus en plus jeunes, 13, 14, 15 ans, qu'on retrouve dans les rues avec des armes à feu ou encore qui vont incendier des commerces pour des groupes criminalisés. C'est une des choses auxquelles on veut s'attaquer. Il va y avoir annonce là, plus tard aujourd'hui du côté là, de Yann Lafrenière et Simon-Jean Barrette, les ministres de la Sécurité intérieure et de la Justice. Bon, 2-3 réflexions en lien avec ça. D'abord, moi, je peux juste applaudir ce genre d'initiative-là parce que pendant trop longtemps, on a laissé trop de cordes à certains criminels. Pensons à Pic Turmel, pensons à Al Boivin, là, qui a été finalement interpellé en Espagne alors qu'il se la coulait douce là-bas. Et tu fais référence à ces jeunes qu'on utilise souvent pour faire des contrats. On leur laisse miroiter là, une somme d'argent assez impressionnante pour, je sais pas, on va faire flamber un restaurant, etc. Mais tant et aussi longtemps que, tu sais, ce ne sera pas arrimé aussi avec des sentences plus sévères.
On aura beau donner les moyens des policiers de dire, regarde, là, on va appeler ça là, une escouade respect, puis là, on va nous présenter là, des beaux logos puis des beaux slogans. Là, c'est correct qu'on donne plus d'outils aux policiers pour faire leur travail sur le terrain. Mais tant et aussi longtemps que le système judiciaire ne suivra pas, puis qu'on va donner des espèces de peines bonbons à ces gens-là, aux têtes dirigeantes des crimes organisés, aux gens qui engagent des plus jeunes pour leur faire passer un contrat, sachant très bien que le mineur va avoir quoi, même juste une petite tape ses doigts, qu'il n'y aura pas trop de conséquences, bien, ça sera pas assez dissuasif. Parce que le jeune qui voit ça, on lui laisse miroiter là, des milliers de dollars, puis là, après ça, là, lui, il voit là, le lifestyle, l'espèce de, puis je le mets en gros guillemets, là, l'espèce de glamour qu'on essaie là, sur les réseaux sociaux d'associer à la vie criminelle, alors que dans la réalité, c'est pas ça. Puis pensez à toutes les victimes collatérales. Là. Je lis dans le journal ce matin les commentaires, notamment là, de proches qui... ont dû enterrer certaines personnes, des innocentes victimes là, de cette espèce de guerre des trafiquants. Ça peut nous paraître loin, là, ce qui se passe parfois là, dans les différentes régions du Québec, mais Val-d'Or, moi je connais bien la région, je suis originaire de Rouyn-Noranda. Et ce qui s'est passé à Val-d'Or en mai dernier, là, cette espèce de vague d'incendies criminels, il y a eu plusieurs édifices qui ont été incendiés, puis il y a eu des innocentes victimes, là. Il y a eu des innocentes victimes, entre autres une adolescente de 15 ans qui est morte le 27 mai dernier, quand l'immeuble d'habitation où elle a résidé avec son père sur la 3e avenue a été incendié, un incendie criminel en pleine nuit. Là, ce que l'enquête tend à démontrer, c'est qu'il y a eu 3 foyers d'incendie criminel. Bref, les pompiers n'ont même pas pu entrer dans l'immeuble là, pour les sauver. Alors, les familles de ces gens-là demandent des comptes. De un, à la justice, puis après ça, pensez-vous vraiment que ces criminels-là, comme Al, mais pensez-vous sincèrement que ça l'empêchait de dormir 2 secondes, lui, là, quand il était en Espagne, quand il se la plage tranquille. Non, mais parce qu'à un moment donné, là, des innocentes victimes comme ça, puis il y en a eu d'autres dans l'histoire du Québec, là, dans le crime organisé, la guerre des motards. Alors, oui, c'est bien beau, cette annonce-là, aujourd'hui, puis j'applaudis, là. Mais si les sentences ne suivent pas, bien, ça va être encore une fois une espèce de coup d'épée dans l'eau, puis ce sera les criminels qui, finalement, auront toute la latitude. Pour faire pour poser des gestes comme ça, pensons même aux restaurateurs là, qui ont été incendiés ou quoi que ce soit. Souvent, là, c'est ton investissement d'une vie, puis après ça, il y a un petit crotté qui va mettre le feu à ton restaurant, puis là, tu vois, là, toute ta vie flambée comme ça. Pourquoi, dans le fond? En tout cas. C'est dans le cas des restaurateurs, là, je veux dire, c'est toute leur vie, leur famille d'investis. Oui, c'est fou, là. C'est pas juste le capital, là, c'est tout l'humain. C'est des crimes odieux qui doivent être punis, puis après ça, mais c'est difficile, vu que le système de justice fédérale, pénale, il est canadien, c'est fédéral. Est-ce que tu peux commencer à le changer au Québec? C'est toujours extrêmement compliqué pour les juristes. Il faut avoir une réelle volonté de faire changer les choses. Exact. Pas juste être donc bien désolé quand il se passe des affaires comme ça. Maintenant, celle-là, j'ai hâte de t'entendre. Québec solidaire propose d'imposer 100% du gain en capital sur la vente d'immeubles à logement. Ouais. Je te laisse expliquer leur stratégie, puis je vais te dire ce que j'en pense après. OK, vous comprendrez qu'on essaie de s'attaquer à la spéculation immobilière. C'est ça l'objectif de Québec solidaire, de Ruba Gazal, leur co-porte-parole, qui expliquait tout ça là, en disant que il y a beaucoup de spéculateurs immobiliers qui utilisent là, la crise du logement, puis le fait que les prix montent pour acheter toutes sortes d'immeubles à logement. Et eux disent, regardez, en ce moment, là, un propriétaire qui va vendre un immeuble, là, par exemple, là, on a acheté un plex à 300 000 $. Là, il est rendu à 500 000 $. Le gain capital, 200 000 $, on se comprend, c'est la valeur que ça a pris. En ce moment, là, à l'heure qu'il est, c'est 50% de ce gain-là qui est imposé. Donc, on vous prendrait un 100 000 sur le 200 000, l'autre revient dans vos poches. On propose de taxer ça à 100%. C'est-à-dire tout l'argent qui a été fait sur le parc immobilier que vous possédez, on l'imposerait. C'est l'État qui reviendrait chercher tout ça. Évidemment, c'est ce qu'on tente là, de faire, c'est de dissuader les gens d'acheter des immeubles à gauche, à droite, à logement. Évidemment, le problème, on pense aux petits investisseurs. Le Québec solidaire dit non, mais si vous résidez dans votre triplex, par exemple, si vous en faites partie, que c'est votre espèce d'investissement pour vous à court ou long, moyen terme, vous allez pouvoir le garder.
Après ça, comment on va être capable de faire cette distinction-là et comment on va pouvoir savoir, à chaque fois, si la personne, le propriétaire, oui ou non, habite bel et bien dans l'immeuble. Il y a toutes sortes de questions. Évidemment, là, un regroupement de propriétaires déplore l'idée, dit ça n'a pas de bon sens, on peut pas faire ça. Ça va empêcher les gens d'investir dans l'immobilier tout court. Là. Ça va empêcher les promoteurs de créer plus de logements, ce qu'on a besoin, entre autres, dans cette crise, puis ils vont aller ailleurs dans le Canada. Bref, c'est une idée audacieuse, je vais le dire comme ça, que lance Québec solidaire. Dans tous les cas, est-ce que ça va passer? Ça, c'est une toute autre question. C'est exactement pour cette raison-là que Québec solidaire reste un parti extrêmement marginal. Et, tu sais, quand Gabriel Nadeau-Dubois avait essayé de peine et de misère de faire de ce parti-là un parti de gouvernance, là. Oui. On comprend peut-être maintenant, avec ce genre de proposition-là complètement farfelue, toute la difficulté puis le vent de face qu'il a rencontré. Sincèrement, voulez-vous un accès direct à Montcélie? Voulez-vous un accès direct à Méréère? Voulez-vous un accès direct avec le peu de patrimoine qu'on va réussir à se bâtir en travaillant à tous les jours que le bon Dieu amène? Non, mais sincèrement, là, je suis renversé par ce genre de proposition-là qui rate complètement la cible. À mon sens, ça rate complètement la cible. Tu sais, est-ce qu'il y a de l'abus? Est-ce qu'il y a, tu sais, la spéculation immobilière? Je le comprends, ce fléau-là. Là. Mais avec ce genre de proposition-là, là, vous mettez pratiquement tous les propriétaires immobiliers dans le même bateau. Là, là, vous allez nous dire, oui, mais là, ceux qui habitent leur duplex ou leur triplex vont être exemptés. Ben là, écoute, est-ce que je suis censé être soulagé? Accusez-moi pas de défendre mes intérêts, j'en ai pas de l'immobilier, OK? Mis à part ce que j'ai pour moi, là, j'en ai pas, là, OK? Fait que c'est pas... Je regarde ça complètement de l'extérieur. Imaginez un scénario, OK, là? Tu sais, quelqu'un, là, a travaillé fort toute sa vie, il a fait un petit investissement immobilier, tu sais, il a acheté un duplex, tu sais, pour éventuellement que ça va être son fonds de pension ou un triplex, mais il l'habite pas. Il n'est pas obligé de l'habiter, c'est dans son droit, là, tu sais. Puis là, il s'est dit, regarde, je vais le faire fructifier, je vais l'entretenir pendant des années, puis après ça, rendu à la retraite, je vais le vendre, puis ça va être ça, mon fonds de pension, parce que, je veux dire, on n'est pas tous gros durs non plus, là. Et la plupart au Québec des investisseurs immobiliers, ce sont de petits joueurs. Ah oui! Qui ont 2, 3, 4, 10 portes. Oui, tu sais, il faut pas... Exactement, tu sais, faut pas généraliser, puis on n'est pas tous gros durs, là. On n'a pas tout un gros fonds de pension, puis tu sais, le peu qu'on va avoir pour notre retraite, là, on va l'avoir accumulé à la sueur de notre front. Alors, cette personne-là, donne-moi un instant, cette personne-là, OK, lorsqu'elle va vendre et qui n'habite pas dans son immeuble, serait imposée à 100%. Mais de quel droit vous proposez ce genre d'idée-là? De quel droit vous auriez 100% du profit de ce propriétaire qui n'a pas un immense parc immobilier, qui a travaillé fort pour entretenir le peu qu'il y avait? De quel droit vous metteriez la patte là-dessus, vous autres, à Québec solidaire? Je m'explique mal ce genre de proposition-là. L'espèce de logique derrière du bien commun, puis bon, c'est très utopique, là, à la limite, je peux la comprendre. Mais dans le concret, je trouve ça complètement déconnecté. Puis tu sais, si au minimum une idée super audacieuse là, comme celle-là, puis je dis audacieux, je suis poli, tu sais, si une idée comme celle-là, très radicale, était mise de l'avant avec une deuxième mesure en disant, regardez, là, tout ce qu'on impose, là, voici un fonds pour bâtir des logements, tu sais, qui seraient accessibles à tous, à des habitations à loyer modique. Puis tu sais, ça venait avec un gros plan ambitieux dans lequel on disait, voici ce qu'on va faire avec votre argent. Mais non, là, on dit, l'État québécois vous le taxe, point. Est-ce que vous faites confiance avec tous les projets qui ont été lancés et gaspillés dans les dernières années du côté de notre gouvernement? Est-ce que vous faites confiance au fait que cet argent-là, de plus qui va être récolté, est-ce que ça va vraiment venir aider la spéculation immobilière puis le parc immobilier être plus accessible? Permettez-moi de douter. Non, mais puis tu sais, moi, je suis curieux de vous lire et de vous entendre au 187 Cube Radio là-dessus, là, mais tant qu'à moi, ça s'ajoute sur la pile, là. Tu sais, des antécédents de Québec solidaire qui, à un moment donné, on s'est réveillé un matin, puis je pense qu'on était plusieurs à être considérés comme des riches aux yeux de Québec solidaire. Tu sais, moindrement que tu avais un peu d'économie, de l'équité sur ta maison, tu tombais d'une catégorie. Même chose aussi pour les véhicules de luxe, tu sais. Là, tu te dis, mais ils sortent d'où, ces idées-là? En tout cas, c'est moi, complètement farfelu. Non, toi, je te confirme. Toi, non. Avec ta Corolla 1975, t'es correct, Isabelle. Ça va très bien.
Aïe, 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 aïe. Je l'ai entendu avant de la voir rentrer dans le parking ce matin. On a Laura de Blainville qui nous écrit Québec solidaire, complètement capoté. C'est pour toute leur stupidité qui sont à 11% dans les sondages. Bon. Les incendies de forêt, honnêtement, on est dans une situation où ça peut nous paraître très, très loin, là, mais il faut garder un œil sur ce qui se passe, entre autres, dans le Nord. Là. Il y a plusieurs brasiers qui représentent un danger extrême. Oui, c'est très, très loin, mais ça va arrêter d'être très, très loin si on se rend jusqu'aux installations d'Hydro-Québec. Là. Ça, je peux vous le dire, parce que dans le Grand Nord, sur la Côte-Nord également, mais on a là, des débuts d'incendies qui sont jugés d'une dangerosité extrême. Bon, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que ça semble s'éloigner des communautés, entre autres, là, autochtones qui sont dans ces coins-là, s'éloigner aussi des installations d'Hydro-Québec. Donc, on semble être correct, entre gros guillemets, pour l'instant. Mais là, dimanche après-midi, on faisait une comptabilisation du côté de la Sopfeu. 64 feux de forêt là, qui font beaucoup de régions dans le nord du Québec, des brasiers là, qui ont flambé au-dessus de 200 hectares de forêt. Tu sais, il faut dire que l'an passé, à ce point-ci, en 2023, l'an passé, en 2023, c'était vraiment pire. Là. On avait des hectares là, qui brûlaient, 368 brasiers, 63 300 hectares. Là, on est dans une place beaucoup moins pire, mais c'est quand même préoccupant. Par contre, il n'y a pas d'eau qui s'en vient dans le nord du Québec et présentement, il y a plusieurs bulletins de qualité de l'air. Depuis vendredi, fumée par endroits, entre autres dans le secteur de la baie James, dans le Grand Nord du Québec. Oui, c'est laborieux dans le secteur. Oui, une alerte jaune qui a été déclenchée là, puis on dit, comme d'habitude, mais que ce serait là, pour cette fois-ci, pas l'activité humaine, on est quand même très au nord, mais on parle de foudre, de sécheresse là, qui ont allumé ces incendies-là. Évidemment, la Sopfeu là, vont tenter de contenir les feux les plus importants dans ce coin-là, mais ça lance, entre guillemets, tu sais, la saison des feux de forêt. Et en direct, là, on est passé de jaune à orange maintenant pour l'avertissement. Bon. Oh! Bon. Donc, c'est majeur. Oui, non, c'est vrai, c'est majeur. Scène culturelle, maintenant, Isabelle. Revenons, puis c'est important là, sur le gros dossier du journal en fin de semaine, sur la précarité de plusieurs artistes. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire le saut lorsqu'ils vont apprendre, disons, le revenu moyen d'un membre de l'UDA. Il y a des gens, il y a des personnalités que vous aimez, que vous voyez à la télévision, entre autres, qui en arrachent, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Puis là, on se questionne un peu sur est-ce qu'on devrait avoir, par exemple, un filet social pour nos artistes. C'est Cédric Bélanger et d'autres collègues du journal qui ont fait cet article-là. Ils ont sondé plus de 200 artistes professionnels. En tout cas, ils ont étoffé leur proposition où certains se demandent s'il ne devrait pas y avoir de l'assurance-emploi au prorata des heures travaillées. Par exemple, les heures invisibles, ça aussi, ça a été proposé. Parce que quand tu apprends, par exemple, une pièce au théâtre, bon, tu es payé pour les représentations, mais pas pour tout le travail en amont, tout la portion des textes. Même chose pour les écrivains. Le bout de l'écriture, il n'y a pas de revenus. L'Union des écrivains disait qu'en moyenne, un auteur va amasser 9 000 $ par année. Parce qu'on sait qu'après, quand le livre est distribué, l'auteur reçoit à peu près 10 %. Selon ce qui a été recensé, le salaire moyen annuel en 2025 d'un artiste, c'est autour de 21 000 $ par année. Et en 6 ans, la Fondation des artistes, qui vient en aide à ceux qui en arrachent, est passée de 80 demandes à 1300 demandes. Donc, on dit qu'il y a eu la pandémie là-dedans. Ça a été difficile de reprendre les activités parce que les artistes ont été les derniers à reprendre le collier. Ensuite, ça a été... grosso modo, c'est ça. Il y a plusieurs artistes qui ont réagi. Il y en a qui disent on devrait faire comme en Belgique. En Belgique, il y a ce genre de filet social-là. En France aussi, on indemnise les artistes, les techniciens sans emploi au prorata des heures travaillées. Il y en a plusieurs qui ont l'assurance chômage aussi. Donc, on se compare en Irlande, entre autres, à d'autres qui ont un meilleur filet. Il y a plusieurs exemples comme Stéphanie Boulay qui étudie pour être avocate. On en avait parlé dans l'émission. Et d'autres artistes comme Michel Lapierrière qu'on recevra un petit peu plus tard à l'émission. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est la réaction ensuite de plusieurs sur les réseaux sociaux qui se sont mis à attaquer, à jeter la pierre à plusieurs artistes en disant d'arrêter de brailler, que c'était un passe-temps, qu'on ne devait pas payer pour ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés contre les artistes. En fin de semaine, je voyais beaucoup de contrepoids de l'article qui a été fait. Bon, encore les artistes qui braillent. J'ai vu ça, ça m'a un peu sidéré, cette réaction-là. Moi, en ce qui concerne le filet social, c'est parce que là, tu dis la ligne, on la trace où, là? Est-ce que, si quelqu'un se considère comme un artiste multidisciplinaire, par exemple, on la trace où, la ligne entre... Parce que, on va dire un filet social, OK, mais là, disons pour ceux et celles qui nous écoutent, peu importe la profession, où est notre filet social? Après ça, je lisais Sophie Durocher dans le journal ce matin qui venait nuancer aussi en disant...
Mais c'est ça, la vie de pigiste aussi. C'est-à-dire qu'il y a des années où tu vas faire de très bonnes années, puis ces années-là, il faut que tu fasses comme un petit écureuil. Il faut que tu mettes un peu plus de peanuts dans tes bajoux pour les années où tu auras davantage des années de vache maigre. Encore faut-il être capable de se mettre des peanuts dans nos bajoux. Là. À 18 738 de revenus annuels moyens pour l'UDA, il reste pas gros de peanuts, là. Puis, tu sais, faut aussi s'enlever de la tête l'espèce de perception de dire oui, c'est parce que là, on voit un artiste, par exemple, sur scène devant des milliers de personnes. Voilà, c'est tous des millionnaires. Un instant, là. Sur les membres de l'IDA, tu sais, il y a quoi, 5 000 membres à peu près à l'IDA, là? C'est même pas 2 qui fait plus de 150 000. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, 287 membres qui font plus de 100 000 par année. C'est pas, au prorata, c'est pas tant que ça. Il y a les grosses vedettes que vous voyez à la télé. Bien sûr qu'il y a des vedettes au Québec qui gagnent très bien leur vie, mais c'est l'exception. Puis, tu sais, je suis d'accord avec placer son argent. Puis ça, de la mauvaise gestion financière, il y en a partout. Mais là, je me dis peut-être que c'est juste le point de faire une réflexion, comme tu dis, d'établir une limite. Tu sais, on le fait à partir de quand? On le fait pour qui? Je sais pas. Je me dis, un pigiste, justement, qui tombe malade, c'est pas de sa faute. Est-ce que vraiment, il faut qu'il assume tout ça? Moi, je paie cher mes impôts pour que la fonction publique ait des avantages sociaux. Ça a été le festival de la grève aussi l'année passée pour que les gens améliorent leurs conditions de travail, puis ça, c'est correct. Je me dis, on tolère que les joueurs de hockey soient payés des millions de dollars, puis c'est correct. Les joueurs professionnels, parce que si je me fie à ce qui était dit en fin de semaine sur les réseaux sociaux, c'est rien qu'un loisir, t'as rien qu'à, tu sais, c'est une passion. Je me dis, là, si on en est là, donc on va s'en prendre aux joueurs, on va s'en prendre à d'autres aspects. Mais ce genre de commentaires-là, c'est assez ironique. Par exemple, on vient de souligner la fête nationale, là, puis on a applaudi nos grandes chansons, mais oubliez ça, là, s'il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de grandes chansons québécoises, il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de grands livres québécois, il n'y a pas de grands films québécois. Alors, tu sais... On pourrait tout de suite être le 51e je veux dire, tout le monde consomme de la culture, mais personne ne veut payer pour.